Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Super. Alors, merci beaucoup Hilaria de me recevoir chez toi pour enregistrer ce podcast. On va parler de chamanisme, de la cérémonie du cacao sacré et tout plein de choses, j'en suis sûre, super intéressantes. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui. Déjà, c'est un plaisir de t'avoir ici. Donc, je m'appelle Hilaria. Je suis une... pour moi, c'est toujours un peu difficile de trouver une définition précise de ce que je fais en un terme qui résume un peu ce que je fais. Je dirais je suis une accompagnante à l'éveil de la conscience et à travers plusieurs outils, conjonctions de voix différentes. Donc, le chamanisme est un. Et voilà, j'accompagne hommes et femmes en quête de reconnexion à eux-mêmes, à ce qui les anime au fond de leur être et principalement à la flamme sacrée qui vibre au cœur de l'être. Génial. Merci pour cette super présentation. Du coup, j'ai un petit peu préparé l'épisode, comme tu t'en doutes, et j'ai pu lire sur ton site que tu avais t'avais eu une expérience Satori. Alors, j'ai jamais entendu ce terme, et c'est vrai que j'aimerais beaucoup en savoir plus à ce Oui. sujet-là, en quoi ça consiste et qu'est-ce qui s'est passé en fait. Avec plaisir. Alors, sachant que probablement, je ne suis pas sûre qu'il soit le terme exact pour l'expérience que j'ai vécue, mais disons, c'est ce mot-là que j'ai pris pour la décrire. Oui, c'était un moment, c'était une phase particulièrement souffrante de ma vie quand s'est vérifié. Je venais vraiment de 2 années d'intense souffrance qui s'exprimait après dans une anorexie sévère, en relation à les drogues, des dépendances, hyperactivité, etc. Bref, j'étais au cœur de la souffrance. D'accord. Là, on parle d'il y a 22 ans. Voilà. Et dans ce moment-là, donc vraiment, je pense, le plus noir de ma vie, c'est vérifié un épisode de probablement ouverture du cœur, ou en tout cas, d'un moment à l'autre, j'ai eu l'expérience que la souffrance que je ressentais depuis des années était partie d'un instant à l'autre. D'accord. En me regardant dans une vitrine, j'ai clairement inscrite dans mes cellules la mémoire de ce moment-là. Et d'un instant à l'autre, j'étais remplie d'un amour à la fois très intense, mais très vaste. Ce n'était pas un pic de joie comme on peut le connaître quand on tombe folle amoureuse de quelqu'un. C'était un amour pour tout le vivant. Donc, inclus moi. Et ça, c'était une énorme nouvelle. Et aussi la sensation de voir le monde pour la première fois, de voir les êtres humains autour de moi, comme une ouverture des yeux, du cœur, de la conscience, une paix profonde aussi, et un oui à le fait d'être en vie. Donc, je me souviens que, voilà, à l'instant T, j'ai jeté la drogue, j'ai décidé de me faire aider. Et cette expérience vraiment intense, extrême, d'amour et de paix, a commencé doucement à se réabsorber, donc a duré quelques jours de béatitude. Et doucement a commencé à s'effacer, mais je n'ai jamais plus oublié
que cet état existait. J'avais eu aussi pendant l'expérience la perception comme une évidence du fait que de la reliance en fait entre les êtres humains, les êtres et les événements, donc entre l'intérieur et l'extérieur. C'était comme si je le voyais clair, quoi, comme si le voile, voilà, on avait déplacé le voile et que je pouvais voir que la réalité était bien plus en quelque part de dont je faisais l'expérience au quotidien. Et depuis, ma quête spirituelle a commencé. Oui. D'accord, c'est incroyable. C'est comme si tu avais tout à coup, d'un coup comme ça, changé complètement de prisme et vu la vie complètement différemment. Oui, oui. Et ce qui est resté, autre à la mémoire inscrite dans mes cellules, de cette autre possibilité, c'était aussi une grande soif d'y revenir. Donc, avec aussi, comment dire, les travers de ça. C'est-à-dire qu'après, c'est cette quête qui a mené, en fait, ma vie depuis et qui m'a amené à chercher partout et à réintégrer progressivement des bouts de cet amour et paix au fond de l'être et partout. Et c'est ce qui, oui, encore aujourd'hui fait que je me cherche et je plonge dans ce qui est là autrement qu'auparavant. Il y était un avant et un après. D'accord, donc ça guide ta vie en fait depuis que tu as eu cette expérience, c'est vraiment ce qui guide ta vie. Oui. Et quand on vit une expérience comme ça, comment... Enfin, je suppose que du coup, on est un peu dépourvu parce que ça doit être tellement fort que faut s'en remettre quand même. Et du coup, comment on commence à cheminer après ça? Oui. Moi, je peux te dire comme moi, j'ai cheminé à la fois donc cette expérience me dévoilait qu'il existait une façon d'être en vie et d'être amour et d'être oui à l'expérience de l'incarnation. Le risque là-dedans, c'était que j'avais placé ailleurs cet état que j'avais connu. Et donc, le risque était, et je l'ai vécu, j'ai carrément intégré cet risque et fait l'expérience de cet risque, de essayer donc de transcender en quelque part la souffrance au présent, petite au plus intense selon le jour et les phases de vie, pour rejoindre à nouveau cet état de paix, de bénédiction. Et donc, mon cheminement a été aller plutôt à la rencontre de ce qu'est était l'humain en moi. Donc, toute cette souffrance qui, jusqu'à ce moment-là, je ne rencontrais pas, mais j'actais et que j'essayais de fuir, raison pour laquelle je pouvais marcher 8 heures par jour très vite, comme fuir qui j'étais et qui je suis et qui j'étais à l'époque. C'était à la fois cette paix au fond du lac, cet silence et cet amour vibrante et les densités que je portais en moi, mes mémoires de traumatisme, mes mémoires émotionnelles. Et mon chemin a été, et c'est ça en fait que j'accompagne les gens à parcourir aussi, pouvoir intégrer progressivement qu'on est tout ça, qu'on est lumière et ombre, et qui nous sommes en essence. Et cet amour relié, on peut dire, uni, et aussi l'expérience de l'oubli de ça. Et que c'est OK, ça. Et donc, comme cheminer, pour moi, ça serait plutôt que d'essayer de chercher la lumière au-delà de ce qui est vivante à l'intérieur de nous, dans l'instant, plutôt plonger tellement en connexion avec cette vivant tel qu'il est dans l'instant, à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, que se révèle être la lumière. Voilà, ça serait un peu ça. J'ai cherché longtemps
bon, Dieu, moi je l'appelle comme ça, on peut l'appeler l'univers, l'énergie, la vie, l'amour, comme on veut, dans le ciel. Donc j'ai essayé de rejoindre des états de conscience, comme de coller un peu de cette plan trop terrestre que j'incarnais dans lequel je me sentais un peu engloutir. Et j'ai essayé de rejoindre donc cette paix, cette lumière, cet amour, cette joie là-haut, en essayant de m'envoler vers le haut. Et pour moi, le grand tournant a été quand je me suis rendu compte qu'en fait, de plonger pleinement dans la terre en moi, dans l'humain en moi, dans cet instant, dans les yeux d'un autre, dans ce qui est là, autant que connecter cette dimension vaste du non-physique verticale, on va dire, les deux, j'avais besoin de vivre les deux, et que je crois qu'on est là en fait pour réconcilier ces deux, le ciel et la terre, l'humain et le divin, et découvrir que sont la même chose. Et ça rejoint notre part féminine et notre part masculine exactement, aussi. Exactement. Et on était tous un peu conditionnés en tout cas moi, je l'étais grandement à les séparer. Donc il y a le féminin en quelque part que moi j'associe à la terre, à l'humain aussi, parce que nous sommes la terre, nous sommes la nature. Et donc, ce qui est humain comporte aussi l'expérience de la souffrance, aussi le corps et toutes ses limitations, tu vois. Et ça, c'est le féminin et l'expérience d'être vie. Et quand on est dans le masculin, dans sa dimension plus haute, on va dire, on est pure conscience, on est le non-physique, on est l'éternel. Et clairement, il apparaît plus simple comme expérience, d'être cette non-physique que d'être le physique. Le physique, il amène des lourdeurs avec soi, tu vois. Et donc, le féminin, dans mon expérience, et je pense collectivement, a été plus facilement démonisé que le masculin, qui est dans sa dimension céleste, on va dire, est le ciel, l'esprit, le non-physique, c'est plus léger, quoi. C'est plus, à l'apparence, plus pur que la terre, l'humain, le dense. Et voilà, et moi je pense que dans ce moment, et en tout cas c'est mon cheminement dans ce moment, le fait de pouvoir reconnecter les deux et abandonner comme on peut l'idée que l'une soit meilleure que l'autre et que l'une soit plus pure de l'autre, que donc il a une place dominante en quelque part, qu'il faut qu'il lui soit reconnu. C'est vraiment le chemin de réunion. Réunion, réconciliation, j'avais en tête aussi. Oui. Et est-ce que ça passe aussi par le fait, du coup, d'accepter ses blessures et d'oser y plonger d'une certaine manière et venir les apaiser? Pour moi, tout à fait. Tu vois, c'est vraiment le cœur de la question pour moi. Ce n'est pas comme moi je vis la spiritualité, alors que je viens quand même d'avoir des années en vol loin de mes blessures, donc essayer de m'éloigner plutôt que de me rapprocher de ça. Mais comme je vois la spiritualité aujourd'hui, ou comme un chemin de connaissance, est justement aller à la rencontre de tout de soi. Et donc, tout de soi, ça parle d'un humain et un être blessé. Ce n'est pas que ça. Et la lumière et l'infini aussi, et le mystère, le grand esprit, mais c'est aussi notre histoire toute humaine, sacrément humaine, personnelle à chacun, et faite d'abandon, rejet, souffrance, haine de soi, toutes sortes de choses. Et donc, pour moi, pouvoir permettre l'existence de ça en restant présent à ça. Donc sans se couper de soi, sans se séparer intérieurement face à nos blessures, mais au contraire aller à la rencontre et oser entourer les parties blessées de notre présence aimante. Pour moi, tout ce qu'on nomme en termes de cheminement alchimique, ça consiste en ça, en fait.
Ouais. D'accord, donc oui, donc c'est un cheminement. Et la question que j'avais, c'est est-ce que, selon toi, tout le monde est en capacité dans cette vie, ou peut-être que ce sera du coup dans d'autres, mais est-ce que tout le monde a la capacité d'aller plonger justement dans ses blessures? Ou est-ce que, selon toi, il y a du coup des questions peut-être de temps qui rentrent en compte, ou c'est parfois pas le moment Alors, j'ai envie de répondre peut-être quelque chose d'un peu paradoxal, parce que moi, je crois que la vie, elle fonctionne beaucoup à travers des paradoxes. À la fois, je n'ai aucun doute que tout le monde est capable, parce que je crois que la vie que nous sommes est totalement équipée pour faire ça, même si on croise jamais un livre de spiritualité ou de développement personnel. Ça, c'est vraiment juste mon point de vue personnel. Donc, je crois que l'intelligence de la vie que nous sommes, c'est très bien. Traverser, alchimiser, transmuter, guérir ce qui a besoin d'être guéri. Notre corps nous démontre ça. On se coupe, on se blesse, et le corps, son intelligence, oui. Et pareil, à mon avis, à un niveau émotionnel. Donc, on est tous capables, je dirais oui, et en même temps, on vit cette linéarité du temps, c'est-à-dire que l'aventure humaine fait que notre aventure se déroule sous la ligne du temps. Et donc, aujourd'hui, la vie fait qu'un événement active ma blessure d'enfance, tu vois, un ami qui oublie de m'appeler, quelque chose de très simple. Donc, il y a l'activation de quelque chose en moi. Ça veut dire qu'à ce moment, je serai en mesure de pouvoir accueillir l'émotion, de pouvoir la permettre et donc d'opérer cette guérison qui pour moi consiste beaucoup tout simplement dans la permission de ce qui est vivant en nous. Et en même temps, je vais le faire par étapes. Et donc, je le fais à la mesure que je peux aujourd'hui. Tu vois, justement parce que si on était, je crois, en mesure de... Si on vivait l'expérience d'une simultanée de cause et résultat, donc de problème et solution, il n'y aurait pas le voyage de l'incarnation. Ce serait tout réglé dans un instant. Donc, on a besoin d'un déroulement et en même temps, pas pour devenir plus capable de le faire. Parce qu'à mon avis, on est tout le temps complètement capable. Mais comme on a besoin d'une histoire, d'un conte qui se déroule, et on a besoin de le faire dans le temps, on va dire. Et voilà. D'accepter ce qui est, et finalement aussi d'accepter ses émotions. Oui, ça passe par là aussi. Absolument. Tout juste les permettre, chose que je pense que l'enfant que nous y étions arrive ici super capable de faire. Il n'a pas même besoin de les accepter, les émotions, il les vit. Voilà, un enfant, il pleure quand on a envie de pleurer. Après, à un certain moment, nous, on intègre des idées à sujet de nos émotions, des interdictions, des injonctions. Donc, on commence à perdre cette naturalité, en fait. Mais le système, il est très capable en soi, si on l'avait pas altéré, on va dire, il est très capable en soi de se laisser traverser par quelque chose et le voir partir un instant d'après. Voilà. Et ça fait grandir aussi, je suppose, des choses en nous, le fait d'accepter de vivre ça et de le traverser et de se dire « Waouh, ça fait du bien en fait ». Absolument. À mon avis, la clé de la guérison est vraiment là. J'ai décrit mon expérience de Satori comme un état de grâce, mais ce n'est pas là que j'ai guéri. Si jamais arrive, j'en doute, mais je n'ai pas la vérité sur rien du tout. Moi, j'ai des questions ouvertes. Et s'il arrive un moment qu'on a tout guéri, je ne sais pas, j'en doute, j'ai envie de dire. Parce que la vie, à mon avis, est expansion continuelle. Donc, mais ce n'était pas quand même la guérison, le moment du Satori. C'est quand, par exemple, j'ai permis des larmes que j'avais déposées sous le cœur et que j'essayais de fuir dans tous les coins de la planète possible. Pour moi, c'est là, en fait, que la transmutation s'est passée. Et donc,
et donc après des espaces de connexion avec le subtil se sont ouverts aussi. Ma capacité d'empathie, par exemple, envers les êtres humains, s'est ouverte aussi. Ma capacité de ressentir la joie s'est ouverte aussi. Tout ça est relié. Je pense qu'on ne peut pas à la fois fuir des émotions plus denses, plus lourdes, cristallisées en nous, ou alors tout juste actuelles dans le moment, et avoir accès à la joie, à des ouvertures de conscience, c'est-à-dire on prend tout le paquet ou rien. Et voilà. Oui, puis tu mets le doigt sur le fait que avant de du coup s'occuper des autres, c'est-à-dire par exemple ressentir une profonde empathie, il a fallu toi d'abord te libérer et te soulager finalement. Donc on peut pas s'occuper des autres tant qu'on s'est pas occupé de soi d'abord. Ça, absolument. Et aussi le fait de, comment dire, c'est difficile d'être vraiment en empathie avec, par exemple, la colère ou l'impuissance d'un autre être humain. Si on ne connaît pas cette impuissance, si on ne fait pas l'expérience de ça. C'est de ça qu'arrive cette profonde compréhension de l'autre. Parce que je connais ce que tu vis. Je le vis. Et donc, pour moi, vraiment, la compréhension profonde de l'autre, la compassion, l'empathie, tout ça, ça s'ouvre à la mesure de la disponibilité de la rencontre envers ces parties en nous d'abord. Voilà. Oui. Super, très intéressant. Pour un petit peu se réaxer sur ce que tu fais toi, donc le reiki, des cérémonies cacao, du magnétisme aussi ou non? Pas de magnétisme, pas que je sache. Mais... Peut-être pas encore. Oui. Mais, des cercles de femmes, le travail sur le féminin ça me tient fort à cœur. D'accord, peut-être qu'on pourra faire un épisode sur le féminin sacré. Oui. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien tourner autour de la cérémonie cacao. Parce que j'ai eu la chance d'assister à une où j'ai pu te rencontrer. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler du cacao? Quels sont ses bienfaits pour commencer, pour faire simple? Oui. D'abord, elle est une médecine de la terre. Donc, elle amène la terre et sa médecine. Pour moi, la terre est le féminin. Et la quintessence du féminin est cet amour qui englobe toute chose, sans condition, sans exclusion de rien. Et autre à ça, la terre est aussi le corps et la matière. Et donc, pour moi, le cacao, ce qui amène, elle nous facilite l'émergence ou l'éclosion de la dimension féminine en nous. Donc, de notre capacité d'abord à ressentir, à redescendre dans le corps, c'est la terre. À redescendre dans le corps, donc pas de s'envoler dans le ciel, mais être bien, à nous habiter pleinement. Et aussi à dire oui à les émotions telles qu'elles sont à l'intérieur de nous. Présentes, passées qui réémergent, les émotions passées qui se réactualisent dans notre vie. Donc, à nous prendre comme nous sommes. Hein? Dans cette reconnexion au corps que le cacao accompagne et facilite fortement, il y a donc une rencontre avec la vérité du présent, quoi qu'elle soit à l'intérieur de nous. Et pour moi, c'est vraiment par là qu'on passe pour rejoindre cet endroit dont on peut avoir tellement de concepts et parfois des aperçus d'expériences qu'est l'amour de soi. On en parle beaucoup, non? Et pour moi, l'amour de soi, ça n'est pas, essayer de focaliser surtout les qualités qui justifient en quelque part mon être aimable. Et ce n'est pas non plus un amour de soi conditionnel en quelque façon à des accomplissements, à des dépassements de soi. Je pense qu'au cœur de nous tous, on cherche un regard qui se pose sur nous et qui puisse
nous faire sentir totalement aimables dans notre ombre et lumière, dans nos pires fragilités, aux plus denses insécurités, à les parties les plus fières, les plus dressées, les plus lumineuses, les plus brillantes. Si un regard pouvait poser sur nous tellement inclusif, je pense qu'on a soif de ça au cœur de nous-mêmes. Et donc, pour moi, le cacao nous accompagne à apprendre à faire ça d'abord, nous envers nous. Et parce que l'extérieur, ça va être un prolongement de l'intérieur. Donc, si ma relation à moi-même est encore tellement conditionnelle, si mon amour à moi-même est si fort conditionnel que je me dis, je m'aimerais quand j'aurais réglé ça et ça et ça. Ou j'aime seulement quand je suis gentille, je suis sage, je suis lumineuse, je suis aimante. Non, je suis pas seulement ça. Et donc, pouvoir rencontrer cette capacité qui est inhérente à la Terre et à l'être humain, donc, de pouvoir inclure dans ses bras d'amour le pire et le meilleur, j'ai envie de dire. Je pense que ça veut dire faire l'expérience à l'intérieur, en commençant par l'intérieur, de ce dont on a le plus soif dans la vie. Voilà. D'accord, mais pour mettre un petit peu de contexte, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce que c'est une cérémonie cacao, oui. Est-ce qu'on peut poser le cadre ? Certes. Terre, justement. Alors, on boit du cacao cérémonial, qui est une boisson, et c'est un cacao particulier, donc ce n'est pas le cacao comme on le connaît, même pas le 100% bio qu'on trouve dans les magasins, parce qu'il y a une certaine qualité d'arbre du cacao, dont les graines sont tout petites, très difficiles à travailler donc à niveau industriel, parce qu'ils demandent un travail à la main. Les chamans, ils travaillent avec cette plante depuis la nuit des temps. Les Mayas, elles vénéraient le cacao comme une des divinités majeures, bien qu'ils ne faisaient pas des cérémonies du cacao comme nous, on les connaît aujourd'hui, dans le temps moderne. Mais le cacao, il était présent en tant qu'esprit et les graines du cacao dans beaucoup de leurs cérémonies, des mariages, voilà, c'était une divinité. Et souvent invoqué pour harmoniser, apaiser, donc pour réconcilier, comme tu disais avant. Et donc, pendant une cérémonie aujourd'hui, moi, je prépare ce type de cacao cérémonial dont la qualité, dont la différence majeure avec des autres types de cacao est la présence d'un autre taux de théobromine. La théobromine, donc c'est pour ça qu'on parle du cacao comme la nourriture de Dieu, théo, il vient de Dieu, est un activateur du cœur. Donc à niveau du corps physique, il y a une stimulation de la zone cardiaque qui à niveau subtil devient l'activation du chakra du cœur. Okay. Et le cacao cérémonial, qui est très rare à trouver, beaucoup plus de ce qu'on tape sur Google, cacao cérémonial, a un taux de caféine presque zéro. Ce qui fait que ce n'est pas le système nerveux à être stimulé. Sinon, on se retrouverait dans une concentration d'énergie dans notre intellect, qui ce n'est pas vraiment nouveau par rapport à ce qu'on vit déjà au quotidien. Pendant une cérémonie, on descend de l'intellect au cœur et au corps, donc à les émotions, sensations, et on monte jusqu'à arriver donc dans cet espace du cœur où le ciel et la terre se rencontrent. On boit le cacao qui a un goût très différent du chocolat, donc il ne faut pas s'y attendre à quelque chose de doux. Je confirme. c'est amer, ça devient plus simple une fois qu'on prend l'habitude, mais c'est vrai que le goût il peut être un peu difficile au départ. Voilà. C'est joliment dit. Voilà. Et après, le corps il répond avec une légère accélération cardiaque, de la circulation sanguine aussi, une oxygénation de la peau qui augmente, on a à peu près 20% plus d'oxygénation de la peau, ce qui fait que la touche est super sensible et les sens s'allument.
Et l'état méditatif, on le rejoint beaucoup plus facilement. Donc après, les gens, ils s'allongent dès qu'ils ont terminé leur cacao de le boire. Et l'effet commence après une vingtaine de minutes à peu près. Pour quelqu'un, 5 minutes et quelqu'un 20 minutes. On connecte l'esprit de la plante. Ça, c'est très important pour moi. C'est un travail dit chamanique. Voilà. Moi, j'ai reçu beaucoup de transmissions chamaniques. Et l'idée, effectivement, qu'on ne connecte pas simplement le boisson, mais un être. Mama Cacao est un être. Comme si on parlait à une grand-mère qui nous aime infiniment et extrêmement sage. Donc, elle nous amène en voyage. Et là, moi, je guide avec des mots inspirés sur le moment. Voilà, il y a une structure de base récurrente, mais après, le voyage est inspiré par le groupe. Et je le reçois quelques heures avant d'arriver là avec ma valise et tout le matériel. Et on vit un processus de guérison. Donc, moi, je guide le voyage jusqu'à arriver à rentrer dans un espace où on vit un processus de guérison qui change à chaque fois. On invoque des esprits dans l'espace, donc on est accompagné en voyage. Il y a beaucoup de sons. Le tambour, clairement, il amène dans une dimension forte. Et voilà, et après on revient, et tout ça, c'est inscrit comme une expérience, parce qu'une chose est écouter une conférence, et une chose est quand on ferme les yeux et on vit un voyage. Donc nos cellules, ils ont vécu une expérience, et la mémoire de cette expérience, à ce moment-là, est inscrite dans notre corps, et elle va opérer un changement progressif qui nous demande aussi certainement de l'entretenir par la suite, du voyage et qui va dans la direction de cet amour de soi et donc amour disponible tout court pour la vie, pour les autres. Voilà. Oui, donc assister à ce genre de cérémonie, c'est comme planter des petites graines en nous finalement. Clairement. Et oui, et par des moments, voilà, ça fait 5 ans que j'anime, plus que ça, 6 ans et demi, que j'anime des cérémonies très, très, très fréquemment, une fois par semaine, tu vois. Ça n'existait pas à Paris quand j'ai commencé. Et j'ai vu toutes sortes d'expériences. J'ai vu des personnes avec une libération immense pendant le voyage. J'ai vu des gens rentrer dans un état de transe jamais touché auparavant et donc avoir accès à cette autre dimension non physique de l'être. Et voilà, toute l'échelle de l'expérience. Donc parfois, c'est des petites graines et parfois, on reçoit la grâce. La grosse graine. La grâce, voilà. Et petite précision, ce n'est pas quelque chose de... Enfin, le cacao n'est pas psychédélique. Enfin, c'est quelque chose de... Exactement. Merci pour la question super importante, comme toutes tes questions. Non, c'est la différence principale avec des autres plantes maîtresses, enseignantes, dont quelques-unes, voilà, c'est clairement un psychotrope, un hallucinogène. Je propose des accompagnements avec différentes plantes, mais ça serait un autre sujet. Mais pour nommer une qui est, voilà, acceptée par tout le monde, le tabac sacré. Et donc, la différence, c'est que tabac et cacao ne sont pas des hallucinogènes. Pourtant, on peut toucher des états de transe ou de connexion au soi, petitesse, grandesse, très forts. Parce que l'être humain est dessiné en sorte de pouvoir rejoindre ces états avec au sens hallucinogène. Voilà. Et tu sais comment on a découvert ça, enfin, comment c'est arrivé le cacao, l'expérience du cacao, comment est-ce qu'elle est arrivée? En Occident, chez nous, en Occident, parce que les Mayas, elles le connaissent, voilà, depuis, tu as plus de 3000 ans. En Occident, que je sache, mais je pourrais te dire mieux, c'est-à-dire, si ta question, comme je crois, la cérémonie, comme ça, comment on la connaît, bien qu'il y ait autant de cérémonies du cacao que des visages humains, hein, donc on peut la vivre, on peut la proposer de toute manière, oui. C'est ma façon et avec les mots et les sons. Je sais qu'il y a un monsieur à lequel je suis très, très reconnaissante, donc je vais le citer avec beaucoup de joie dans mon cœur, qui s'appelle Keith Wilson et qui est connu pour être The Chocolate Shaman. Donc, le chaman du chocolat ou du cacao. Lui a dédié, je pense, plus que 20 ans de sa vie à reporter
la tradition de la connexion à l'esprit du cacao à la surface et de la transmettre à l'Occident. Ce monsieur est un Américain barbu qui paraît Merlin et qui vit au lac Atitlan. Et c'est lui, c'est aussi une des personnes qui m'envoie le cacao pour mes cérémonies. À mon avis, il produit le meilleur cacao qui existe dans ce moment sur la planète. Et cacao cérémonial pour ce travail intérieur. Et voilà. Et après, là, lui enseigne je pense qu'on est à peu près 200 aujourd'hui, après beaucoup d'années qu'il enseigne en toute la planète. Et donc, après, nous, les cellules, on le diffuse là autour de où on est. Voilà. D'accord. Du coup, tu as répondu à pas mal de questions du coup, autour de la cérémonie cacao. Je sais que j'avais noté aussi une question autour du gardien d'un espace sacré. Oui. En fait, toi, c'est le rôle que tu joues lorsque tu nous guides pendant la méditation. Oui. Voilà, c'est pour t'assurer que tout se passe bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Qu'est-ce que j'entends pour gardien d'un espace ? Oui. Alors, moi, ce que j'entends quand on parle des cérémonies du cacao, parce que des autres genres d'expériences que je propose, ça serait encore autre chose d'être gardien de l'espace. C'est quelqu'un déjà qui il ouvre un espace sacré. Donc, tu l'as vu pendant la cérémonie, j'ouvre avec des invocations. Et j'invoque des alliés dans l'espace, la famille subtile, on va dire. Et donc, il y a les personnes physiquement présentes, il y a les non physiquement quand même présents dans l'espace. Et pour moi, le gardien, s'occupe de ça, de faire en sorte qu'il soit un espace énergétiquement, j'aime pas trop le mot protégé, mais on va dire ritualisé. Et habité par des esprits, des énergies soutenantes. Autre de ça, oui, il y a un cadre, il y a certains accords que je pose et je pense que des autres cérémonialistes y feraient autrement. Mais par exemple, un des accords est justement que chacun a la permission de vivre complètement son voyage. Donc, s'il y a des larmes, des sanglots sont bienvenus dans l'espace, qu'on ne va pas à se consoler les unes avec les autres. Donc, il y a un appel quand même à la responsabilité de son propre voyage, mais que je suis là aux besoins d'aide. Et que je veille à que chacun il ait suffisamment de permission en termes de absence de trop de bruit, par exemple, pour avoir son expérience et pas être submergé par l'expérience de son voisin, par exemple. Voilà, c'est une autre façon de veiller à le cadre. Et après, je remercie les alliés à la fin. Donc, je referme le cercle sacré. Et voilà. Et on remercie parce que quelque chose que j'avais beaucoup aimé pour avoir fait du coup la cérémonie, c'est le fait déjà qu'au début, on prenne le cacao dans les mains et qu'on mette une intention d'amour pour que ce soit vraiment une expérience bénéfique, vraiment dans la part positive du... Oui, je tiens beaucoup à ça. Tu sais, j'ai eu même des discussions parfois avec des amis. Le cacao est toujours chez moi. À la maison, chez Hilaria, il y a du cacao tout le temps. Et parfois, on peut avoir le réflexe de le boire tout simplement comme un boisson. Moi, je tiens beaucoup à sacraliser le moment et à connecter le cacao avec la conscience qu'on s'adresse à un être. Alors, idéalement, j'aimerais, mais je suis pas là du tout, pouvoir le faire à chaque fois que je mange. Tout. Ben oui, en fait, tu vois. Mais comme mon état de conscience n'est pas encore là et que je reste un humain, donc je suis intermittente à la présence à moi-même et à tout. Par contre, donc, je fais gaffe au moins à le faire avec le cacao. Et donc, mes cérémonies sont un espace où on ritualise beaucoup. Et on s'adresse pas avec
on essaye en tout cas de s'adresser en conscience à l'esprit de la plante, à l'autre, cet amour qu'on met à l'ovaire, parler à la plante à partir de son cœur. Voilà, tout ça est... Ouais. Je pense que ça fait revenir quelque chose en moi, mais dans le sens, si on n'est peut-être pas prêt, on ne sent pas prêt à aller à ce genre de cérémonie, etc., ben tu viens de toucher du doigt à quelque chose, c'est de faire peut-être aussi les choses en conscience, que ce soit commencer par manger ses plats en conscience, en se concentrant pleinement dessus. Est-ce que voilà, des petites choses pour faire étape par étape? Oui, je pense absolument. Et je pense que le plus on amène ce qu'on fait dans des contextes comme des cérémonies ou tellement d'autres possibilités dans notre quotidien, le mieux c'est, parce que voilà, pour réunir les mondes, hein, ça me semble important. Et donc, si on peut avoir l'élan avant de manger une salade, de remercier la mère terre, ça prend un instant, c'est énorme déjà, parce que on rétisse un lien avec ce qui nous entoure, ce qui nous semble une essence, tu vois, avec notre cœur aussi. Voilà, on a tout à gagner de ça. Et parfois, tout simplement, se souvenir de regarder un autre être humain pendant qu'on marche sous la rue, en cherchant plutôt ce qu'on a en commun, qu'est-ce qui nous sépare. C'est autant et voire plus précieux que... De belles intentions. Oui, voilà, de se souvenir la reliance entre nous et le monde que nous entoure, entre nous et nous-mêmes aussi. Voilà. Oui, parce que les autres sont aussi beaucoup un reflet de nous-mêmes. Oui. Super, c'est très intéressant. Alors, j'avais noté une question, c'est est-ce que tu as un conseil du coup à donner à quelqu'un qui se cherche et qui cherche à mettre plus de sens dans sa vie, qui est un peu dans une quête de vie? Oui. Alors, j'aurais envie de dire que peut-être s'ouvrir à la possibilité que l'expérience d'être en vie peut, n'importe quel est l'endroit de souffrance et de désespoir duquel on part, peut connaître un tournant. C'était mon cas. Moi, je n'avais aucune envie de vivre. Le temps dont je te parle, quand je parle du Satori, je n'avais aucune envie de vivre. Et j'étais à 2 doigts de passer dans l'autre partie, tu vois. J'étais tranquillo pour 1m80. Si je peux dire aujourd'hui que je suis passionnée d'être vie, et ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps le soleil. Ça veut dire que parfois il y a des orages, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce n'est pas tout lisse. Mais quelque chose en moi s'est profondément réconcilié avec le fait d'être vie. Alors, je pense que c'est possible pour tout le monde. Rien que de s'ouvrir à cette possibilité change. Et dans là, moi, je crois profondément dans la prière. Et ce n'est pas la prière catholique, bien que je suis née dans un pays à fond catholique, je suis de Rome, hein, tu imagines. Oui. Donc même l'idée de réutiliser un mot comme prière, ça m'a fallu 20 ans de chemin. Mais aujourd'hui, je peux l'utiliser sereinement. Et donc, nous ne sommes pas toutes seules, nous sommes reliés au tout. Et parfois, demander de l'aide, c'est tout simple et très, très précieux. Et donc, si on a envie de toucher à cette oui, à être vivant, juste prendre un moment pour prier, pour se relier à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'individu qui se perçoit séparé. Et demander une piste, un rencontre, peu importe, arrivera dans la forme que ça doit arriver. Parfois, il y a un bouquin qu'on nous passe, parfois, une chanson, et de là, ça ouvre une rencontre, un rêve. Mais si ce désir de connaître une autre possibilité d'être en vie est là, on n'a pas besoin de tout savoir, on a besoin de demander et de rester ouvert et réceptif à quoi se présente.
Voilà. D'accord, c'est un très bon conseil. Oui, Je te merci. remercie. Merci à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur la cérémonie cacao qu'on n'aurait pas précisé et que tu penses essentiel? Même si je doute qu'il y a plein de choses encore qu'on pourrait dire dessus, mais y a-t-il quelque chose peut-être en une particulier? petite, comment elle est en enseignante le cacao et la terre. Si on peut, si on sent l'appel à aller à faire la connaissance de cet esprit et de cette enseignante, de comment on peut lâcher l'attente de savoir qu'est-ce qu'il faudrait que ça se passe pendant cette rencontre. Parce qu'un enseignante, parfois, il nous montre un truc qui est un peu désagréable à voir et c'est par là qu'on passe. Qui est bien de passer pour s'ouvrir à une autre dimension de soi. Et parfois, elle nous amène dans l'arc-en-ciel et dans l'explosion de joie. Faire confiance que c'est le bon voyage, même si ça n'a pas l'air, même si mon attente était une autre, ça peut être vraiment précieux. Et ça, soit par rapport à une cérémonie du cacao qu'à la vie tout court, je dirais. D'essayer de pas forcément avoir d'attente du exact. coup. Faire tellement récupérer un petit peu de foi qu'on n'a pas tout compris, on ne sait pas tout le temps tout. Oui. Et qu'est-ce qui se présente, est-ce qu'il a besoin d'être rencontré. D'accord. Oui. Très bon conseil encore, du coup. Donc, pour finir, est-ce que tu aurais un livre, un film, un documentaire à nous recommander? J'avais vu cette question et c'est peut-être la seule sur laquelle j'ai pris... je me suis dit, il faudrait quand même que je réfléchisse pour lui dire une chose intelligente. Et en fait, la première réponse qui m'est venue... Oui. C'était, et je pense que je fonctionne un peu comme ça, c'était la dernière chose qui me fait vibrer, le dernier livre qui me fait vibrer. Donc, malheureusement, je ne peux pas te dire forcément qu'il y a le meilleur parmi tout ce que j'ai lu, mais c'est le plus vivant parce qu'il y a le dernier. Super. Alors, je vais... Ce qui vient. Voilà. Ça s'appelle Ton autre vie, et l'auteur s'appelle Frank Lopvet. D'accord. Et je pense que tu pourrais adorer de l'interviewer d'abord et d'ailleurs et qui je crois qu'il serait disponible à ça. Voilà, c'est un livre que je conseille et me fait beaucoup vibrer dans cet moment. Donc voilà. Super. On prend note. Ça. Je mettrai le lien dans la description. Super. Merci beaucoup en tout cas, Hilaria, merci m'avoir reçu pour ce super Mais épisode. Tellement de joie de t'avoir reçu et je me sens très inspirée par le fait qu'on a une super jeune comme toi, avec une conscience tellement vibrante, éveillée et curieuse, et voilà, puisse créer des choses si précieuses. Donc, merci à toi. Merci. Vraiment. On finit sur plus d'émotions encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.